Carthage et la mer. Au siècle dernier, quand on y sema les premiers ficus, c'était l'avenue de la Marine, tracée à grand-peine sur un sol encore mouvant. Puis au temps de l'avenue Jules Ferry, le monde des bonnes affaires y édifia des immeubles modernes style, à vrai dire fort beaux, tandis que la Troisième République laïque, qui savait se réconcilier avec l'Église sur le dos des peuples assujettis, y plantait une cathédrale vaguement exotique sur une forêt enfouie de pilotis en palmiers. Les Tunisiens se sont vite accommodés d'un urbanisme qui n'appartenait pas à leur tradition, l'animant avec cette fidélité à leur passé et cette ouverture aux usages des autres qui confèrent un charme inimitable à leur manière de vivre. Et ainsi ont-ils écrit sur la noble artère que des bourgeois de France avaient conçue comme un prolongement exotique des Champs-Élysées, bien des chapitres essentiels de leur histoire récente. J'ai deux amours, mon pays est Paris, pareil toujours, mon cœur est ravi. On y vit ainsi s'épanouir les premiers élans d'un capitalisme neuf à la prospérité confisquée entre quelques mains et ceux d'un progrès dont l'optimisme était un peu mieux réparti. Bien qu'injuste, cette société composite avait aussi ses traits aimables. Et si le théâtre Rossini où les Italiens écoutaient l'opéra est devenu un cinéma, il flotte toujours la même douceur de vivre à l'ombre des ficus. Et puis au long des kiosques, où l'on peut lire interminablement les journaux de Paris, sans que personne jamais ne vous ennuie. Mais enfin, c'est là aussi que se brisèrent contre les grilles de la résidence les grandes émeutes des années 30, quand la crise économique et le retour de la disette déclenchèrent un exode rural sans précédent, où des multitudes de déshérités prirent clairement conscience du mensonge colonial et de la nécessité de s'opposer à sa violence. Peuple sans armes contre des protecteurs mitrailleurs, c'est à peine si on filma de loin quelques images pour un public d'Européens qui de toute façon ne voulait plus rien voir. Monter, descendre, remonter l'avenue Bourguiba, je l'ai fait si souvent entre le plaisir des sensations du présent et le regret de celles du passé que j'imagine sans les avoir connues. Ainsi, comme j'aurais aimé être là, parmi la foule de la libération de Tunis, pour crier ma joie après la tyrannie de la bêtise et de la violence. Comme j'aurais voulu voir disparaître les nazis et leurs macabres copains en chemise noire, qui se seraient retournés contre les musulmans après avoir odieusement martyrisé les juifs, et il ne faut pas s'y tromper, c'est toujours le même programme. Comme j'aurais su dire mon affection et mon respect à ces communistes tunisiens qui n'ont pas flanché quand les Français étaient devenus fous ou repris par leurs calculs. Et comme j'aurais serré contre moi nos frères arabes, avec un espoir fou dans le pardon des injustices et des erreurs, et l'aube pour tous d'une vie nouvelle. Et comme j'aurais douté tristement aussi peut-être, en voyant qu'ils étaient moins nombreux que les Européens, découvrant peu à peu à quel point leur souffrance venait de plus loin, et comme pour eux la vraie libération ne pourrait être que celle-là. Moi, je connais des gens d'Europe qui étaient là aussi ce jour-là, sur le trottoir, avec des voisins, des amis, des camarades de travail, et qui saluaient sans réticence le début d'un grand été. Et je regrette de ne pas avoir été parmi eux, alors qu'ils m'en parlent encore avec la joie intacte de leur jeunesse. Mais sur le moment, en fait, l'aurais-je vraiment fait ? Je voudrais en être tout à fait sûr aujourd'hui pour ce que je pense de moi et ce que je pense de lui. Personne ne chôme avenue Bourguiba pendant les nuits du Ramadan. Il faut répondre aux demandes de la foule des promeneurs qui se fait très dense aux heures tardives.
Dans les cinémas bondés, Edwige Fenech et Jackie Chan, un submersible diva des films Z, prolonge des carrières stupéfiantes, tandis qu'aux entr'actes, on s'arrache sur les trottoirs des nourritures un peu indistinctes, mais cuisinées avec enthousiasme. C'est le moment ou jamais de se rendre au théâtre municipal, véritable monument des charmes de la vie tunisoise, sauvé in extremis de la pioche des promoteurs parce que toute la ville s'était émue et mine d'anecdotes peuplées de sémillants fantômes comme Kalsoum Bornaz les a si bien retrouvés dans un film gracieux et raffiné. Opéra et danseuse, classique et boulevard, et ce brillant théâtre tunisien, né d'Ali Benayed, qui mériterait plus d'honneur en Europe. On a tout joué sur cette scène. J'y suis venu souvent depuis mon premier voyage, mais hélas, je n'y ai jamais vu Rida Kalaï. Le violoniste virtuose que Laurence Dorel écoutait de bars en bars dans la banlieue nord quand il vint sur le tournage déprimant de Justine, parce qu'il lui avait rendu Alexandrie et Saint-Germain-des-Prés en lui faisant aussi découvrir Tunis. Quand je le revois ainsi, je comprends bien pourquoi Fetia Kairi, qui était le grand chic même de la chanson tunisienne, avait choisi de se produire si souvent avec lui. Ne parlez pas à Rida Kalaï de son ancienne partenaire. Il risquerait de s'enfuir là où Dorel ne l'attend plus. Au début du siècle, des maçons tunisiens, attentifs à ce qui se faisait à Paris comme à Palerme, ont inventé un style original, le rococo tunisois. Et ainsi, quand on se promène dans la ville, on rencontre sans cesse des immeubles et des villas qui évoquent un univers aimable et désuet, de vie tranquille, ouverte sur le soleil et les douceurs du bord de mer. Des maisons encore trop chères pour Mathilde la Française, veuve de guerre et plus toute jeune, qui s'était remariée à un beau Tunisien, avocat talentueux et militant nationaliste, à qui elle avait loué une chambre d'étudiant, sans deviner qu'il allait l'entraîner dans sa vie dangereuse et fervente. Oui, elle qui était patriote avec modestie et travailleuse avec courage, que savait-elle en arrivant à Tunis de cette autre France des militaires, des éminences et des rombières, oppressive et sûre d'elle-même? Alors, c'est elle qui revient à ma mémoire. Mathilde la Française, Moufida la Tunisienne, une femme comme tant d'autres, mais comme il n'y en eut guère, celle qui ne manqua jamais à ceux qu'elle avait choisis. Près de l'avenue Bourguiba, au restaurant Chez Nous, l'excellente maison de M. Assouna, au décor miraculeusement préservé de films d'Eddie Constantine, règne cette atmosphère d'amitié franco-tunisienne qui m'est particulièrement chère. Je m'appelle Salah. J'ai commencé à travailler avec M. Assouna en 1968. J'étais tout petit comme ça, jusqu'à maintenant. Je suis marié. Je m'appelle Youn Sarfeu. 1965 jusqu'à présent. Je m'appelle Benarif Mustafa. Je travaille au restaurant Chez Nous avec mon patron, M. Alfaoui Assouna, depuis 1965 avec lui, jusqu'à présent. Ça fait 25 ans. Annuaire du spectacle mis en page par Patrick Modiano, des photos d'artistes dédicacés sont fixées sur les murs.
Et comme on chuchote que les gloires devenues trop imprécises finissent à la cuisine, j'ai voulu en avoir le cœur net sur les critères de sélection. Il faut qu'ils soient à peu près des artistes, des gens qui sont comme il faut, des gens qui ont un nom dans la vie, sont tous des artistes de théâtre. Le Galant Constantin, ce sont des anciens qui sont venus au théâtre municipal. Il y a Tino Rossi qui a mangé un couscous ici. Je le connais, celui-là, je le connais de tout près. Oui. Puis j'ai eu encore Marcel Doré qui est venu faire des loupines ici. Mais il ne buvait pas, cet homme-là. Il mangeait tilleul, tisane, et c'est tout. Il battait tout le monde avec son avion. Hein. Il y a longtemps de ça, hein. En 42, 43. J'ai formé une famille. J'ai formé une famille, et c'est ce qui me fait beaucoup de peine. C'est de les lâcher. En quittant M. Assouna, impressionné par son entre-gens, je lui ai confié une photo à mettre à côté de Marcel Doré, le pilote intrépide qui ne buvait que de la tisane, celle de Safia Chamia, pour qu'elle lui en remontre dans la séance des acrobaties et des loopings. Je ne laisse pas le public s'ennuyer. Parce que vous savez, nous sommes dans un mariage ou bien une salle de fête, un gala. Comme même je ne suis pas en calton, moi pour chanter, déchirer une mouchoir, on n'est pas arrivé à cette classe, c'est-à-dire à ce... Alors je donne tout, de tout ce que j'ai, je donne au public. Et c'est pour ça que j'ai retenu mon public pendant 45 ans ou 47 ans peut-être. Reçoit la visite des grandes vedettes égyptiennes, Farid El Atrache et Samia Gamal, qui viennent avec leur troupe donner une série de concerts dans la capitale tunisienne. Samia Gamal est déjà bien connue du grand public français puisqu'elle dansa dernièrement à Deauville en présence de Sa Majesté le roi Farouk d'Égypte. Accueillis à leur descente d'avion par les personnalités artistiques de Tunis, les vedettes se rendent aussitôt à leur nouvelle résidence. Je l'aime beaucoup cet homme. C'est un vrai artiste. Un vrai artiste, il a tout cet homme. Tout. Il est sensible, il est généreux, il est très bien, il est bien. Je sais pas, moi je le connais pendant 7 ans, j'ai vécu avec lui, enfin en titre d'ami. Il me traitait comme sa sœur. Et puis il a voulu bien m'amener en Égypte. J'ai pas voulu parce que j'étais amoureuse de mon mari, il était tunisien. J'adore tout ce qu'il y a à partir de l'âge de 25, 28 jusqu'à 30 et quelques. J'adore ça. Je dis toujours, je veux bien le jour que je meurs, c'est les enfants, c'est la jeunesse qui porte mon sacré. Adorable Safia Chamia, si généreuse et si gaie, ne pensez pas à ce jour où les jeunes de Tunis auront pour la première fois du chagrin à cause de vous.
pour l'instant d'ailleurs, comme le club africain vient de battre l'Espérance sportive et que j'ai comme l'impression qu'un des gardiens de but vient de passer un sale quart d'heure, ils pensent eux aussi manifestement à autre chose. Mais tout à leur allégresse immédiate, que savent-ils donc des contours de cette ville qui leur appartient ? Tunis, par exemple, fut dès l'Antiquité une grande métropole juive, protégée plus tard par Sidi Mahrez lui-même. Et la belle synagogue du centre-ville, massive et comme nimbée de nostalgie, atteste le dynamisme de la communauté dans un passé encore tout récent. Les familles avaient pourtant beaucoup souffert de la guerre, durant laquelle les Allemands les avaient rançonnés sans relâche, en leur arrachant des otages par milliers, condamnés à des travaux de force dans des camps à la rigueur épouvantable, sous le regard indifférent de la résidence française pétainiste et malgré les protestations indignées de mon CFP. Mais enfin, c'était leur pays natal, et à travers une alternance plusieurs fois séculaire de périodes sombres et de tolérance, ils étaient devenus au temps moderne, ces frères des musulmans partageant avec eux la langue, les maisons, la cuisine et le soleil. Famille des années 50, pieuse, modeste et chaleureuse, toujours chez les uns, chez les autres, qui avait donné beaucoup de militants à la cause nationale, d'intellectuels à sa culture. J'ai beau deviner l'inquiétude et le drame que ni les Tunisiens ni vous-même n'aviez voulu et qui éloigna peu à peu tant d'entre vous. Je sais que nombreux sont ceux qui ici vous regrettent, avec ces enfants qui auraient pu contribuer à bâtir la Tunisie nouvelle. Ainsi, l'école construite par le grand architecte Valenzy est maintenant abandonnée, alors qu'il y a moins de 30 ans encore, des petits écoliers y accueillaient avec un bel ensemble patriotique celui qui venait raffermir quelques symboles et de vieilles amitiés. Qui aurait pu penser que les orages de l'autre extrême de la Méditerranée viendraient rouler jusqu'ici, éteignant une ferveur que personne ne marchandait. Quoi qu'il en soit, la musique tunisienne d'aujourd'hui doit beaucoup aux chanteuses juives d'autrefois. Laïla Sfez, Fritna Darman, les sœurs Semama ont éveillé vocations et talents quand les familles traditionnelles hésitaient encore à recevoir chez elles des artistes masculins. Jusqu'à ce que surgisse Habiba Msika l'inoubliable, émule de Sarah Bernard jouant l'aiglon en arabe dans son palais art déco.